Le Sénégal, comme vous le savez, est un pays côtier. Nous avons 700 km de côte et nous sommes affectés par l'érosion côtière. Il y a d'autres zones comme la zone de Bargny qui souffrent encore donc de problèmes d'érosion côtière, y compris les zones de Saly, c'est-à-dire de la Petite Côte, Mbour et autres. Mais nous avons noté qu'en plus de l'érosion côtière, il y a un autre risque majeur au niveau des côtes du Sénégal, c'est l'intrusion saline. Et l'intrusion saline, surtout au niveau du delta du Saloum, affecte davantage les terres agricoles, notamment les rizières. La salinisation qui est justement la raison d'être de la digue anti-sel dont a parlé mon adjoint tout à l'heure. Mais il y a également beaucoup d'autres effets, dont l'effet majeur, c'est l'érosion côtière que nous sommes en train de vivre avec un certain traumatisme. Parce que au jour le jour, nous voyons l'avancée de la mer, donc la réduction de la distance qui sépare la mer des habitations, avec même la destruction de certaines structures, de certaines infrastructures, notamment hôtelières, proches de la mer, mais également avec la grosse psychose de la menace qui pèse sur l'île de Fadjich, qui est une entité extrêmement importante pour notre commune. Donc l'érosion côtière est un véritable traumatisme pour nous, que nous vivons, je veux dire, avec une certaine impuissance. En ce qui concerne l'érosion, moi je la vis tous les jours. Tous les jours, je la vis tous les jours parce que j'habite du côté de l'océan. Et tous les soirs ou tous les matins, quand je vais sur ma terrasse, je vois la mer qui avance régulièrement vers moi et je n'y peux absolument rien. Réellement. Donc je constate ça tous les jours. J'ai des riverains, j'ai des voisins qui ont perdu des murs parce qu'ils étaient très proches de la mer. J'en connais au moins 2 maisons qui appartiennent à des Européens, à des Français. L'un est en train encore de refaire son mur et de mettre du bloc de ciment devant pour essayer de protéger. Mais bon, c'est une solution, à mon avis, qui est aléatoire, mais elle n'est pas une solution définitive. Je dirais même 3, j'en connais 3. L'un, il a complètement perdu son mur et maintenant, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis quelques brindilles pour un peu essayer d'isoler sa mer du passage des gens qui vont vers la mer. Et l'autre aussi a mis un bloc de ciment. Donc c'est des choses que nous vivons tous les jours. Au niveau de la pointe de Figno, on note réellement que la bande de Figno est en train d'être grignotée du côté de la façade océanique. Elle diminue de jour en jour. Une digue qui a été mise en place par l'intermédiaire un peu du fonds d'adaptation de l'UEMOA et d'une contribution de l'État du Sénégal pour prendre un peu en charge la question de l'érosion côtière au niveau de la ville de Rufisque. Il y a d'autres initiatives au niveau de Saint-Louis et au niveau de Saly. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'érosion est assez généralisée le long de la côte. Alors ces interventions ponctuelles-là impliquent un certain niveau de priorité, c'est ce qui implique qu'on a commencé par là. Mais comme vous pouvez le constater, la mise en place d'ouvrages de protection ne règle pas définitivement le problème. Ces actions isolées règlent le problème à un niveau, mais aussi déplacent le phénomène d'érosion côtière. Vous voyez un peu la digue de Rufisque commence à faire ses effets au niveau de Bargny. Au niveau de Saly également, il y a les ouvrages de protection qui commencent à avoir leurs effets au niveau de Mbour. Et donc ce qu'on peut retenir, c'est que certes avec le fonds d'adaptation et la contribution de certains partenaires comme la Banque mondiale, l'AFD, on est quand même parvenu à mettre en place des ouvrages de protection, mais il faudrait passer à l'échelle pour mettre des ouvrages beaucoup plus structurants qui prennent en charge une bonne frange du littoral qui présente un certain niveau de vulnérabilité. Parce que le fait d'intervenir de manière ponctuelle règle certains problèmes, mais aussi permet de les déplacer. Donc l'intervention sur un long segment de manière cohérente, structurante, permettrait d'absorber un peu et de prendre en charge cette question liée à l'érosion côtière.
Si on pense que parce qu'elle est beaucoup plus proche d'une localité quelconque, on donne la solution strictement localisée à ce site-là, on déplace le problème. Et nous sommes la localité la plus menacée de la Petite Côte quant à l'avancée de la mer. Quand on a mis en place la digue, on s'est rendu compte que cette salinité a commencé à baisser. Mais il y a un indicateur très important de mon point de vue. On avait constaté que les femmes avaient cessé pratiquement la culture du riz. Avec l'installation de la digue 2 ans, 3 ans après, certaines femmes sont venues pour cultiver de l'huile et ça a marché et ça a réussi. Et ça s'est propagé au niveau de Fadial. Et nul n'était la digue, je pense qu'on n'aurait pas pu faire cette culture de riz. Ça, c'était un peu le point que je voulais développer sur la digue, qui a encore une fonction, qui a une fonction de protection aussi. Parce que du côté de Joal, on a constaté que les tannes étaient en train de grandir, de se saliniser, et que Joal, on le sait, grandit de ce côté-là. S'il n'y avait pas cette digue, il y aurait plus de tannes et il y aurait moins de terres habitables. Et ça, c'est un atout important en termes de réalisation, de succès de la mise en place de cette digue-là. Je crois que la digue, la dynamique femme a été impliquée sur tous les plans. La mise en œuvre de la digue, tout ce qu'on faisait au niveau du CSE et de la DEC, la dynamique femme était présente. Ça, il faut le reconnaître, on nous a impliqués 100% sur les travaux de cette digue. Et je crois que la digue a commencé, les études d'impact, les études de la digue ont été commencées en 2012 et en 2013 les travaux ont démarré. Donc 2013, 14, 15, donc presque c'était achevé. Mais même en 2013, à l'arrivée de l'hivernage, on avait commencé à cultiver du riz avec les rizières, parce qu'on avait les rizières, les activités rizicoles au niveau de la digue pour voir d'abord ce qu'il peut donner comme impact positif. Donc, à cette année, en 2013, on a récolté du riz ici au niveau de cette digue. Donc, ce qui veut dire que quand je dis que la digue a porté ses fruits, donc on était présente, la dynamique femme et tous les acteurs et actrices de Joal, de la commune de Joal Fadiouth comme de la commune de Nguéniène, en l'occurrence Djalkidjek de Fadial, parce que la mairie de Nguéniène avait délégué l'association Djalkidjek de Fadial pour représenter la commune de Nguéniène, et elles sont même partenaires de la dynamique femme. Le problème qu'on a, donc je crois que les problèmes rencontrés d'abord au niveau de ce financement. Donc on a vu en allant et au finish, on a vu qu'il n'y avait pas, quand on élaborait ce projet, il n'y avait pas un suivi. Donc en tant qu'actrice de développement, on s'est rendu compte que après le projet, on nous a rendu comme ça l'œuvre, mais il n'y avait pas de suivi. Il n'y avait pas aussi d'encadrement. Voilà des difficultés qu'on rencontre et ce qui ne fait que la digue ne peut pas fonctionner. Le pâturage a commencé à revenir, mais l'objectif principal, c'était de créer des activités pour la population, qu'ils puissent cultiver, qu'ils puissent faire un peu de l'élevage de poissons. Et on a vu que toutes ces activités-là n'ont pas vu le jour. C'est pourquoi je vous ai répondu à l'entame que les objectifs n'ont pas été atteints. Le projet n'a pas été achevé. Nous pensons que parce que si nous voyons l'initial tracé de la digue anti-sel, nous estimons que par exemple, le projet s'est arrêté à mi-chemin pour la reconstruction de la digue. Et on aurait souhaité par exemple que cette reconstruction soit terminée. Vous avez vu certainement des images concernant Joal qui montraient des projets qui ont été développés dans ce sens-là pour arriver à récupérer des terres et favoriser un peu la production agricole. Nous allons continuer dans ce processus à illustrer les problématiques, les risques majeurs liés au changement climatique qui affectent les populations. Et nous pensons qu'au-delà des projets qui sont faits dans le cadre de l'adaptation, il est important, disons, de penser à la protection sociale donc des communautés et d'introduire les questions concernant l'assurance, donc l'assurance indicielle agricole,
et notamment les secteurs de la pêche doivent pouvoir aussi bénéficier donc, de cette assurance-là, y compris aussi les éleveurs. Donc notre mission, comme je l'ai dit tantôt, c'est de protéger les producteurs, les éleveurs et les pêcheurs contre les risques qui freinent l'expansion de leur activité. Et en ce sens, la CNAS propose une large gamme de produits donc, sur les 3 sous-secteurs. Pour l'élevage, la CNAS a un produit d'assurance qui couvre la mortalité du bétail. Et avec ce produit, la CNAS travaille avec les vétérinaires du ministère de l'élevage qui sont chargés de faire le constat du sinistre en cas de mortalité du bétail. Et sur la base d'un PV rédigé par ces experts du ministère de l'élevage, on procède à une indemnisation du cheptel qui est perdu. Donc on a aussi, toujours dans le même secteur de l'élevage, on a l'assurance pour la mortalité de la volaille, mais aussi pour l'assurance pour les professionnels de la viande, c'est-à-dire les bouchers. On leur propose une assurance parce que lors des abattages des animaux, il peut y arriver qu'il y ait des saisies en fonction de la consommabilité ou non des aliments, de la viande. Et en cas de saisie totale ou partielle, nous proposons une assurance pour ces cas de saisie où nous remplaçons la valeur ou bien la carcasse de l'animal qui est saisi par le vétérinaire lors des abattages d'animaux. En dehors de ce secteur, de ce sous-secteur qui est l'élevage, dans le secteur de la pêche, la CNAS propose un produit d'assurance pêche qui couvre les pêcheurs contre la responsabilité civile, c'est-à-dire les dégâts causés par l'embarcation à une autre embarcation, mais aussi qui couvre les pertes subies par l'embarcation. Parce qu'en haute mer, il peut y arriver qu'il y ait un accident et que le pêcheur perde une partie de son embarcation, qui peut être le filet ou le moteur, ou bien même qu'il y ait des blessures en haute mer. Donc voilà ce que nous couvrons dans le secteur de la pêche. Dans le secteur de l'équipement agricole, on couvre aussi les équipements agricoles tels que le matériel lourd, tels que les tracteurs, mais aussi le matériel léger, tel que les petits équipements utilisés dans les champs. Et ces équipements, on les couvre contre le vol, le bris de machine et aussi contre l'incendie, mais aussi contre la responsabilité civile, c'est-à-dire les dégâts causés par ces équipements à autrui. Maintenant, on a aussi l'assurance stock qui couvre un peu les aspects liés à la commercialisation. Donc, au moment du stockage, il peut y arriver que les produits stockés subissent des dégâts. Ça peut être des dégâts causés par les eaux ou bien par les canalisations. Ça peut être le vol. Ça peut être aussi des dégâts en fait liés à l'attaque des produits au moment du stockage, tels que l'attaque de nuisibles qui peuvent détruire le produit. Donc il y a une assurance pour couvrir ces aspects-là et c'est ce que nous faisons. Maintenant, dans le secteur le plus particulier, c'est-à-dire le secteur agricole, là nous proposons 2 types de produits d'assurance. On propose une assurance classique. Par classique, on veut juste dire que en cas de sinistre, on va commettre un expert pour qu'il vienne faire l'évaluation des pertes sur le terrain. Donc, et à côté de ces produits classiques, il y a l'assurance indicielle où cette évaluation est annulée par la mise en place d'un indice ou d'un paramètre climatique sur lequel on se base pour déterminer ou non l'existence d'un sinistre. Mais maintenant, pour l'assurance classique, on couvre les chaînes de valeur telles que le riz, on couvre aussi les produits horticoles et les cultures maraîchères dans leur globalité. Donc, et tous ces produits sont couverts contre les inondations pluviales ou fluviales, contre l'incendie, contre aussi l'attaque d'animaux sauvages, l'attaque d'oiseaux granivores, mais aussi contre des autres risques, surtout pour le domaine horticole. Là, on couvre les maladies, on couvre la pourriture au collet et certains autres fléaux qu'on n'aurait pas pu prévenir et qui peuvent attaquer ces cultures horticoles. Donc voilà ce que nous couvrons en assurance classique. Et en cas de sinistre, l'agriculteur est obligé de faire une déclaration à la compagnie et nous, on commet un expert pour qu'il fasse l'évaluation des pertes déclarées. Maintenant, pour l'assurance indicielle, on a démarré ce type de produit au Sénégal en 2012
avec l'appui de la Banque mondiale, mais cet appui aussi a été perpétré aussi par l'USAID, mais aussi par d'autres partenaires tels que le Programme alimentaire mondial, qui nous ont appuyés pour qu'on puisse proposer à nos producteurs une assurance contre les risques climatiques. Et cette assurance passe par la mise en place d'un indice pluviométrique. Donc, on a bâti un indice pluviométrique qui nous permet de suivre la pluviométrie et de donner automatiquement une indemnisation sans déclaration de sinistre ni évaluation de pertes réelles sur le terrain. Maintenant, il ne manque pas qu'il y ait des réclamations qui peuvent se faire, mais c'est des informations que nous traitons avec eux et souvent c'est lié à des incompréhensions sur le terrain que nous nous efforçons en fait de résoudre. Oui, on a des contraintes majeures et ces contraintes sont liées aux croyances socio-culturelles. Aujourd'hui, nos producteurs, de même que nos éleveurs, ont des croyances religieuses qui sont figées et ils ne croient pas en l'assurance. C'est-à-dire c'est des producteurs qui vont te dire à chaque fois que s'il n'y a pas la pluie, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Donc, mais quand même, nous nous efforçons de leur faire comprendre que l'assurance est un moyen de résilience qu'ils doivent intégrer dans leur activité de tous les jours. Et c'est des difficultés comme ça que nous avons. Donc, la réticence liée à des aspects sociaux, culturels, mais nous avons aussi des problèmes liés un peu je dirais, au pouvoir d'achat que ces producteurs ont. Le potentiel souscripteur est très faible. On est à 363 000 producteurs assurés. On s'en réjouit parce que dans les autres pays, peut-être qu'on n'a pas ces mêmes chiffres, mais 363 000 sur près de 2 millions de producteurs sénégalais, c'est vraiment, on est loin de la barre. Et nous, dans le cadre de notre projet de partenariat multi-acteurs sur le financement et l'assurance donc de risques climatiques et de catastrophes, financé par le gouvernement allemand en partenariat avec l'ONG Germanwatch, nous, ENDA, tenons vraiment à renforcer l'information sur ces aspects, c'est-à-dire ces risques majeurs qui affectent le Sénégal, notamment les questions d'érosion côtière, les questions donc, liées à la sécurité alimentaire, mais surtout à disons, la restauration donc, des terres salées.